à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Mon invité du jour est un combattant. Ses armes, les mots, leur sens et l'émotion qu'il procure. Son ennemi, l'ignorance sous toutes ses formes. Son dernier roman est intitulé « Écoutez nos défaites ». Encore une fois, il nous raconte avec brio les tragédies contemporaines de nos sociétés à la lumière de l'histoire avec un grand H. Cet invité, c'est l'écrivain Laurent Godet que je vais tout de suite retrouver. Laurent Godet, bonjour. Bonjour Lucie. Merci d'être avec nous. Merci je vous ai présenté un peu comme un guerrier. Est-ce que vous voyez la littérature comme un combat? Pas forcément. C'est une possibilité et parfois ça fait du bien de s'en saisir comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des périodes qui appellent ça, il y a des époques qui appellent ça. On peut aussi la considérer comme l'exploration d'autres choses. Ça fait parfois de très très beaux livres. C'est pas uniquement le combat, mais c'est vrai que moi en ce moment, probablement à cause du monde qui nous entoure, j'ai eu envie un petit peu de la saisir comme ça. Alors, j'ai fait cette allusion à la guerre parce que c'est vrai qu'elle est un peu en filigrane de toute votre œuvre littéraire et elle est à nouveau au cœur de votre dernier roman. Écoutez nos défaites. Vous convoquez en fait 3 guerriers légendaires, le sanguinaire Hannibal, le héros de la guerre de sécession Ulysses Grant et l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié confronté aux armées de Mussolini et le tout entrecoupé d'une histoire d'amour sur fond de guerre contre le terrorisme. Une chose est sûre à la lecture de votre roman, c'est que le vainqueur n'est pas toujours celui qu'on croit. Est-ce que c'est ça qui vous intéressait? Oui, c'est ce concept de victoire ou de défaite qui paraît comme ça a priori très simple et binaire, soit on gagne, soit on perd, et qui en fait est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Quand on se penche sur l'histoire, c'est pour ça effectivement que j'ai eu envie de convoquer des exemples historiques. On se rend compte que certains grands perdants, comme l'a été Hannibal face à Rome, en fait, avec le temps qui passe, les siècles qui passent, devient la figure. C'est lui qu'on retient. C'est lui qu'on retient. Toutes les choses se deviennent plus grises, plus nuancées, et qu'au fond, des exemples de personnages pleinement et totalement victorieux, il y en a assez peu en fait. Ouais, comme ce Ulysses Grant, est-on victorieux quand ça a coûté Absolument, la parce que vie de milliers d'hommes? Ulysses Grant est un exemple de militairement, il y a rien à redire à sa victoire, elle est pleine et totale. Mais c'est vrai que comme c'est un personnage qui vit longtemps, qui ne meurt pas sur le champ de bataille, bien au contraire, il y a toute une période de sa vie où il est vieil homme, ayant eu 2 mandats de président qui ne sont pas très bien passés, désargenté sur la fin de ses jours. La défaite du corps, elle est là aussi pour rappeler que, encore une fois, la victoire totale et pleine, je ne pense pas qu'il l'ait ressenti comme ça. Je pense qu'il y a un moment donné où il s'est juste senti lui aussi, au fond, défait. Alors pas par son ennemi, par le temps, par la vie, par la déception peut-être, et puis aussi par tous ces fantômes certainement qui le hantaient. Qui l'ont hanté. Faits historiques qui font écho à la guerre qui monopolise malheureusement notre actualité, celle contre le terrorisme. Et votre livre donne un peu ce terrible vertige de la répétition. Est-ce que ça veut dire que les hommes, notre monde, n'apprend jamais de ses défaites? C'est une très bonne question. C'est la question que se posent les historiens depuis le tout début, depuis Thucydide. Est-ce que l'histoire est faite pour être... ce que Thucydide appelle un acquis pour toujours, comme si l'humanité, puisque le travail des historiens existe, pourrait s'appuyer dessus pour ne jamais refaire les mêmes erreurs. Malheureusement, on est bien obligé d'être extrêmement dubitatif sur ça. Pour autant, je pense qu'on ne saura jamais tout ce à quoi on a échappé. Et peut-être qu'effectivement, les historiens, l'histoire, l'apprentissage de l'humanité nous a évité bien des travers. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de répétition. Juste, je pense que c'est simplement l'écho de ce que nous avons en nous. Et ça, on le sait intimement chacun. On est fait aussi de haine, de jalousie et de violence. Ça existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et vous apprenez de vos échecs, de vos défaites? C'est la même chose d'ailleurs? Non, pour moi, c'est pas la même chose. J'essaie de faire ce distinguo dans le livre. Les échecs, c'est réussir ou rater un projet, quelque chose qu'on a essayé de mener. La société d'aujourd'hui nous parle beaucoup de ça, la réussite. Moi, la défaite, je l'entends autrement. Je pense qu'on a tous rendez-vous avec la défaite. C'est pas quelque chose qui se mesure en termes de performance personnelle. C'est simplement le temps qui passe. Au bout d'un moment, on sait que on va perdre des gens qu'on aimait, on va un peu vieillir, le corps va un peu ralentir. Le temps est toujours vainqueur. Voilà, pour moi, c'est ça la défaite. Donc, en ce sens-là, même ceux qui ne déméritent pas et qui se battent bec et ongles et qui ont des tas de réussites
professionnelle ou humaine, auront quand même à voir avec la défaite. Alors, votre parcours est plutôt jalonné de victoires. En 2004, on le rappelle, vous receviez le prix Goncourt pour Le Soleil des Scortas. Et la saison des prix littéraires, justement, va commencer ici en France. Comme chaque année, les libraires ont livré leur propre palmarès. Et en tête des livres qu'ils recommandent, on retrouve Écoutez nos défaites. On va justement, c'est la 3e fois, je crois, que les libraires vous plébiscitent, vous mettent à la première place. On va d'ailleurs écouter l'un d'entre eux. Vous lisez pas Laurent Godet, c'est lui qui vous raconte l'histoire, en fait. Cette manière qu'il a de vous murmurer à l'oreille dès la première page et de vous emmener avec lui, c'est quelque chose de très rare. Il a une force d'écriture avec le mot juste, la phrase juste, et ce mélange de poésie, d'histoire, d'émotion et, comme on disait juste avant, d'intime et en même temps de grand souffle, ça fonctionne à chaque fois, on se fait emmener. Et c'est vrai que dans le dernier, dès la scène d'ouverture, ça y est, on est parti. Plutôt élogieux. Ah bah oui. Justement, revenons sur cette victoire qui a été le prix Goncourt. Qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant qu'écrivain ? Bah, c'est vrai que ça a changé énormément de choses. Pour moi, ça a été uniquement un cadeau. Je peux concevoir que dans certains parcours de chemin d'existence ou de chemin d'écriture, ça puisse être problématique, inhibant pour la suite. Mais c'est vrai que moi, vous n'avez pas eu l'angoisse de la page blanche après le Goncourt? Non, ça m'a plutôt porté. J'avais pas mesuré, j'étais jeune, hein, c'est vrai que j'avais pas mesuré à quel point ce prix était connu à l'étranger, par exemple. Ça vous a fou. ouvert les portes. Ah oui, c'est fou. Moi, je connais pas tous les prix littéraires de tous les pays qui nous entourent, alors que souvent, où qu'on aille, quand on dit prix Goncourt, ça dit quelque chose à quelqu'un. Même au-delà de l'Hexagone. En tout cas, c'est une belle revanche. J'ai lu dans une interview, je crois que vous aviez des petits problèmes d'orthographe. Enfant. Vous savez tout, absolument. Mais oui. C'est drôle d'aller vers l'écriture quand on a des problèmes d'orthographe. C'est une petite revanche, c'est un défi. Ouais, en tout cas, c'est un défi parce que c'est vrai que pendant longtemps, je ne me suis pas autorisé à le faire en me disant tu ne peux pas légitimement prétendre à cela étant donné que sur tes copies, il y a -4, -5 à cause de l'orthographe. Mais je pense que ça m'a aidé à comprendre que c'est pas ça l'écriture, c'est pas de savoir si on met 2 L ou 2 P à tel mot, ce qui est très important pour la vie sociale. Quand on écrit un CV, il vaut mieux... voilà, c'est vrai que... Mais écrire, c'est pas ça. Écrire, c'est être en connexion, je crois, essayer de trouver un rythme par rapport à la langue, et puis la déformer aussi, si on veut la déformer. Et donc, en cela, c'est pas forcément un handicap. Bon, en tout cas, Stanislas Rigaud, justement, le libraire qu'on a entendu au micro de Fanny Allard, parler de ce souffle qui porte votre écriture. Vous êtes toujours inspiré de l'actualité, de ces drames contemporains que j'évoquais au début. Il y a 10 ans, vous publiez Eldorado, qui était... je ne sais pas si c'est prémonitoire, mais en tout cas, vous vous attachiez à décrire le sort des réfugiés de Lampedusa. Qu'est-ce que vous inspire ? On vous sent quand même assez inquiet par cette actualité. Ah oui, j'ai été toute l'année qui a passé, mais comme beaucoup d'entre nous, très mélancolique pour plusieurs raisons. D'abord, souffrant de la brutalité et de l'actualité qui nous avait un peu rattrapés, les attentats, toutes ces choses-là sont assez terrifiantes à voir ressurgir. Moi, je fais partie d'une génération qui ne pensait pas avoir affaire avec tout ça. Et puis mélancolique parce que c'est vrai que du coup, il y a un certain nombre de choses auxquelles moi je tenais, comme l'Europe, comme le projet européen, comme l'humanisme, comme un certain nombre de valeurs. On voit à quel point elles vont être malmenées par le fait que tout d'un coup, le problème de la sécurité, la crise des migrants, il y a des réponses faciles qui sont apportées à ces choses-là, qui sont des problèmes compliqués. Et ces réponses faciles, elles nous dénaturent, en fait. Elles dénaturent ceux qu'on voulait aimer. Donc ça crée aussi un peu de tristesse. Mais je ne veux pas rester sur cette tristesse-là. Moi, je pense qu'on vit aussi une période passionnante, parce que politiquement, ça convulse effectivement un peu partout. Mais il va Vous avez falloir... l'espoir qu'il en ressorte et peut-être quelque chose de positif. Je pense qu'il faut réinvestir un peu avec passion un certain nombre de valeurs civiques, par exemple. Et peut-être par la littérature et par l'art. En tout cas, pour vous, l'écriture passe aussi par un engagement physique. Vous êtes allé à Calais, vous êtes allé en Haïti quand vous avez écrit sur le séisme. Vous avez besoin de cet engagement physique dans l'écriture ? Pas forcément. J'ai aussi écrit sans m'être déplacé. Ça m'est arrivé notamment pour le livre Ouragan qui parlait de la Nouvelle-Orléans où j'ai jamais mis les pieds. Imaginé, ouais. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu plutôt envie de me frotter un peu au bruit du monde et tous ces voyages-là m'ont
alors d'abord beaucoup nourri en tant qu'écrivain, mais aussi ont beaucoup fait vieillir l'homme que j'étais. On en revient aux défaites, c'est-à-dire que contempler aussi comme ça les hommes et les femmes vaincus que j'avais sous les yeux, parce qu'à Calais, il y a beaucoup de destins vaincus, ça fait réfléchir, ça m'a chargé, comme on le dit, d'un bateau. Ça donne de très beaux livres. En tout cas, on va finir avec un conseil culturel, votre conseil du moment. Je crois que vous avez choisi un grand nom. Grand seigneur. Leonard Cohen, racontez-nous pourquoi vous... Alors, c'est pas un coup de cœur au sens où c'est plutôt une impatience. J'attends avec impatience la sortie de son dernier roman qui est annoncé pour très bientôt. Album. Oui. La littérature est toujours là. Son dernier album. Il y a déjà quelques titres qu'on a pu entendre. Et, non, juste pour dire que c'est évidemment des grands monsieur de la chanson. C'est déjà presque un mythe de son vivant. Et puis moi, j'ai eu la chance de le voir en concert 2 fois à Paris. Et je trouve qu'il a une élégance alors qu'il pourrait être dans les caprices, arriver en retard, faire une demi-heure de concert et repartir. Il fait des concerts à 80 ans qui durent encore 2h30. Il donne sans cesse. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens l'aiment. C'est un grand monsieur. Et voilà, j'attends avec impatience son album. Bon, mais nous aussi, on va finir en adoucissant les mœurs avec un peu de musique. Donc, merci beaucoup Laurent Godet. Merci à vous. D'être venu sur le plateau de À l'affiche et de nous avoir parlé de Écouter nos défaites, paru chez Actes Sud, bien sûr. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec Leonard Cohen. À 82 ans, le chanteur canadien s'apprête à sortir son 14e album. En voici tout de suite un extrait baptisé You Want It Darker. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. En ce moment, ne ratez pas le forfait 4G 20 Go avec appel et musique illimité à 18,99 € par mois sans engagement. Mais si, il doit forcément y avoir un truc. Et non, profitez dès maintenant du forfait 4G 20 Go à 18,99 €. Ah, je sais, il faut déjà être client chez vous. Tout le monde est déjà client à la Poste. Ah oui. Appelez le 3009, la Poste mobile. Éveille-toi. Ouvre les yeux à la lumière de nos phares. Admire le spectacle métallisé. Nos chevaux illuminent l'espace, l'étoile et sa place. Éveille-toi à Paris. Ville lumière, éclaire le monde et vivons l'automobile. Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A était garée devant l'entrée. Le couple et leur complice. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose là? Quoi? Les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... 5 compacts, 5 offres exceptionnelles à découvrir sur mercedes-mondial.fr. Mercedes-Benz, the best or nothing.